Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais partager la vidéo juste un petit moment. Ouais, vous êtes pratiquement tous là. Donc, quelques mots pour aujourd'hui. Donc, on va déjà reprendre un petit peu la sédimento, mais rapidement et simplement pour corriger l'exercice, le profil sismique sur le golfe du Lion. Je vous ai déjà mis l'exercice 6 pour la semaine prochaine et j'ai vu qu'il me manque encore pas mal d'élèves qui m'ont pas rendu l'exercice 5. Donc, il est temps de vous y mettre, jeunes gens. Et puis, j'ai commencé à regarder aussi vos schémas bilan de subduction et il y a toujours pas mal d'erreurs. Donc, je ferai un petit bilan début de semaine prochaine. Voilà. Ce que vous allez avoir aussi en petit film dans l'après-midi, c'est des choses au moins sur les diagrammes. Un diagramme binaire, diagramme ternaire, donc diagramme de phase pour le magmatisme, comme vous m'aviez demandé. Et je vous ai mis quelques exercices supplémentaires donc sur le magmatisme en particulier que vous pourriez regarder avec ce diagramme de phase. Ce serait bien que vous regardiez et que vous les fassiez. Et si vous avez des questions, vous avez Discord où vous pouvez poser toutes vos questions. Comme ça terminera un petit peu la partie géologie. Donc, je vous ai mis une carte pour cette semaine qui n'est pas évidente, qui est un peu plus difficile que ce que vous aviez fait jusqu'ici. Si vous voulez que je vous en mette une pour la semaine prochaine, vous me le faites savoir. Donc, il y a le chat là mais il faut que vous ayez fait celle de cette semaine, hein, sinon ça rime pas à grand chose. Vous avez aussi toutes celles que j'avais mis en TP de carto, donc n'hésitez pas à reprendre aussi ce qu'on avait fait en TP de carto, si vous voulez reprendre un petit peu la carto. Voilà. Donc si jamais vous voulez que je vous en remette une pour la semaine prochaine, vous le dites, mais sinon j'en remettrai pas forcément et je préfère que vous travailliez bien. L'exercice que je vous ai mis porte aussi sur le golfe du Lion, d'accord. Ah oui, je vous active le chat. J'ai rien activé, je crois. Donc, je vous active l'audio, si vous voulez, le chat, et puis vous pourrez dessiner sur le tableau. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez mettre ce qu'il en est et répondre à mes questions. Donc, voilà un petit peu où on en était. Donc, je vous ai mis l'exercice 6. N'hésitez pas à tous le faire. Voilà. C'est un exercice qui est assez complet. Il y a quelques calculs un petit peu compliqués dedans. Enfin, compliqués, non, mais il faut être rigoureux, c'est tout, hein. Donc, une coupe pour Lucie. Donc, s'il y en a d'autres, hein, voilà, j'en mettrai une dernière pour cette année. Alors, donc notre objectif aussi aujourd'hui, c'est vraiment de débuter sur le développement embryonnaire et l'objectif, c'est d'avoir une vue générale. D'accord? Vous n'allez pas tout comprendre des détails aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive, Alexandre? Coupe chez le coiffeur. Mon Dieu. Alors, ce que je veux bien là, vous avez le stylo, vous avez le crayon. J'aimerais bien que vous me disiez s'il y a plusieurs ensembles sur cette coupe du golfe du Lion. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, vous avez le chat pour ça. Et je pense qu'Alexandre, qui fait de bonnes blagues, peut aussi tout à fait faire des remarques intéressantes. Alors, je crois qu'il y a un trait qui se marque ici. Je veux bien quelques annotations. Alors, combien d'ensembles vous voyez? Puis après, on essaye de voir s'il y a des onlaps, des downlaps. Si a priori, alors les poissons dans l'eau, c'est très bien, mais ça ne répond pas beaucoup à la question. Donc, effectivement, vous avez l'eau au-dessus. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors ça fait gros pour des onlaps quand même, hein. En fait, vous avez plein de réflecteurs. Vous avez des gros réflecteurs, des petits réflecteurs. Peut-être ce qu'on pourrait essayer de marquer en rouge dans un premier temps, par exemple, c'est les réflecteurs majeurs. Voilà. Alors c'est en bleu, mais ça me va bien aussi. Voilà, vous en avez un ici. D'accord. On ne voit pas beaucoup de choses là, hein. On a l'impression que c'est un peu. En fait, on va surtout s'intéresser à partir de ce réflecteur rouge.
d'accord? Et là, on a, vous voyez, un premier ensemble, avec ici certainement une zone qui a été érodée. Voilà. Ici, vous allez voir un deuxième ensemble, donc A, B, et puis un ensemble C ici. D'accord? OK? Alors, pour moi, ça, c'est pas forcément un réflecteur majeur. Voilà, en jaune, alors j'en ai de toutes les couleurs. Donc ensuite, et ça, il faut que vous grossissiez un petit peu sur vos écrans, hein, peut-être, parce que c'est pas forcément très gros. Je sais pas comment ça apparaît sur vos écrans. Je vais juste effacer tout. Voilà. Donc, je vous refais les réflecteurs majeurs en rouge. Donc, j'ai, pardon, celui-ci ici, d'accord, qui va me définir un premier ensemble là, ici, d'accord, et un troisième ensemble qui est au-dessus. Dans ce troisième ensemble, qui est moins compacté, hein, de fait, parce qu'il est plus récent, il y a moins de dépôts dessus, on voit des sous-ensembles. Et dans ces sous-ensembles, là, alors, on peut prendre, donc oui, vous avez marqué ABC. Donc, par exemple, dans l'ensemble A, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on observe des unlap, des toplap, des downlap? Alors, marquez-les peut-être d'une couleur un peu facile à repérer. Donc, dans l'ensemble A, donc des unlap, hein, effectivement, qui arrivent comme ça. D'accord? Donc, les unlap, je peux vous les faire, je peux vous les faire en violet. Attendez, moi, je les ai fait comment? Les unlap, oui, je vais faire en violet, très bien. En fait, c'est pas des unlap, c'est des toplap qu'on a ici. Contre, d'accord? On en a ici aussi, des toplap. OK? Alors, je vais enlever la vidéo parce que j'ai un problème de connexion. Ensuite, vous allez avoir des Dunlap en orange, comme ça. Mais on a un petit Unlap, mais pas beaucoup, hein. Alors, je vais le faire en bleu, qui est ici. D'accord? Par ici. Ce côté, on n'a pas vraiment de Unlap, hein. En tout cas, c'est pas net. Donc, ce qu'on peut faire comme hypothèse, c'est quoi? Il y a surtout des Dunlap et des Toplap. Donc là, on avait plutôt une progradation avec le continent qui gagnait sur l'océan. Quand on regarde maintenant au niveau du C, d'accord, là, on va avoir plein de Unlap. D'accord, on les a ici. Ici, ça arrive comme ça, vous voyez. Hop. Ça arrive ici comme ça, comme ça. Donc là, on a une augmentation du niveau marin, d'accord? Et sur la première partie, on voit bien qu'on a une transgression marine, donc une rétrogradation. Je vous donnerai une correction après, hein. Alors, ici, il y a du. En fait, ici, oui, c'est. On va dire que c'est le substratum. En tout cas, c'est des sédimentations qui sont peut-être hantées, qui sont plutôt en éventail, d'accord? Donc, qui sont avant le bassin sédimentaire, au moment où les failles listriques jouaient, certainement. Voilà, pour répondre à vos questions. Et vous voyez qu'ici, je vais vous l'entourer d'une autre couleur. Oh, je vais vous l'entourer en noir. On a une structure un peu différente ici, où à nouveau, c'est le continent qui semble gagner sur l'océan. D'accord? Et là, on retrouve des Dunlap.
Et enfin, vous avez une dernière zone, un peu que je peux griser ici, hein, qui est très horizontale, où là, on a des dépôts les uns sur les autres et des aggradations. Alors, je vous mets un corrigé un peu plus propre. Voilà. Donc, je vous ai mis le top lap en rose, les on lap en bleu, les downlaps en vert. Donc A plus B, on va avoir plutôt des downlaps, des top laps avec une progradation. En fait, il faut imaginer hein, qu'est-ce qui se passe et où se positionne la ligne de rivage. On voit bien que la ligne de rivage remonte, d'accord Pardon, la ligne de rivage, oui, pardon, la ligne de rivage a tendance à descendre, pardon, d'accord C'est-à-dire à s'éloigner, en tout cas, d'accord L'océan avait tendance à s'éloigner. Donc, on avait une progradation, le continent qui gagne sur l'océan. Et ensuite, on a ici certainement une rétrogradation. On voit bien qu'on a des dépôts beaucoup plus hauts, donc un niveau marin qui était plus important, certainement, et surtout une transgression marine. Et puis ici, on voit qu'à nouveau, vous voyez, le continent, tac, cette forme-là, pardon, je vous mets la souris, montre qu'à nouveau, le continent a tendance à gagner du terrain sur l'océan. D'accord? Et donc là, on a à nouveau une progradation. Et puis le dernier point, on voit des dépôts bien parallèles, donc c'est une aggradation. Alors vous avez aussi ce schéma-là, d'accord, qui vous représente les choses. Et vous avez un petit texte de correction avec, que je vais vous mettre sur Classroom. Est-ce que grosso modo c'est compris? Donc ici, on voit bien que le continent avait tendance à gagner du terrain. D'accord? On a d'ailleurs une ligne ici d'érosion. On avait une ligne d'érosion ici également. D'accord? Alors qu'ici, on voit que c'est l'océan qui gagnait du terrain. On a bien ici les top laps. D'accord? Mais sur la couche C4, bon, bah, on est sur un fond marin où il y a des dépôts réguliers et pas beaucoup de variations du niveau marin, donc une aggradation. OK? Bon, si j'ai pas de réaction particulière, on va dire que c'est bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Non, je vais pas tout de suite faire ça. Donc, on va passer à la dernière partie de l'année. Je l'avais gardée pour la fin d'année parce que j'espérais secrètement que je pourrais vous avoir quand même quelques heures en cours d'ici la fin de l'année et qu'il y a beaucoup de schémas un petit peu à savoir faire en fait. Donc, j'utiliserai pas mal le tableau à la maison avec des petits films pour vous montrer les schémas. Donc là, l'idée, c'est que vous avez votre TP sous les yeux, on fait vraiment le TP, d'accord? On va compléter un peu les clichés. Normalement, donc il y en a pas mal qui sont passés au lycée jeudi et qui ont dû récupérer leur poly. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont passés sans récupérer leur police? Enfin, s'il y a des soucis là-dessus, vous me dites. Et puis pour les autres, j'ai envoyé, donc c'est parti mercredi à la dernière levée. Donc, bah, Justine, il était dans le bureau du CPE, votre poli. Donc vos polis étaient tous dans les bureaux, dans le bureau des CPE, hein. Donc il fallait les récupérer. C'est pas vrai. Oui. Bon bah ils exagèrent s'ils vous ont pas donné les polis parce que c'est du temps passé en ce qui me concerne. Donc vous allez vous débrouiller sans, hein. En fait, il suffisait. En fait, il aurait fallu repasser au bureau des surveillants et redemander vos polis, quoi. Donc, pour ceux qui les ont eus, tant mieux, et puis pour les autres, ben, tant pis. Pour ceux qui doivent passer, les prendre au lycée, hein, passer au bureau des surveillants du second, enfin
du supérieur, là où vous passez d'habitude, hein. Moi, j'avais tout posé dans le bureau de madame Dimoïla, elle était au courant. Voilà. Donc si vous les avez pas récupérés, c'est toujours là-bas. Donc moi, je vais pas repasser au lycée, hein, je vais pas les renvoyer. Enfin, j'espère que la plupart d'entre vous, vous avez récupéré. Donc, ce que je vais faire, bon, vous verrez, où c'est et comment vous faites, voilà. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais partager, donc j'avais dit partager, non, je vais vous introduire, cette partie-là. Donc je vous ai remis une image de souris, une image de grenouille, parce qu'on va s'intéresser donc au développement embryonnaire. La souris, vous connaissez l'extérieur, vous connaissez l'intérieur. On n'a pas fait l'anatomie de la grenouille cette année. Pour autant, le modèle de développement qu'on va utiliser, hein, c'est un batracien, c'est le xénope. Alors le xénope, c'est une sorte de grenouille, hein, ça y ressemble beaucoup. Et en fait, on prend ce développement embryonnaire-là parce que c'est très facile d'obtenir, en fait, c'est très facile à étudier et on a très facilement des échantillons. Donc normalement, pour ce TP, vous avez des échantillons qui sont conservés dans l'alcool d'embryons de xénopes à différents stades de développement que vous pouvez observer à la loupe binoculaire. Donc ça, on ne va pas pouvoir le faire. Vous avez aussi des coupes au microscope. Donc toutes ces choses d'observation, hein, en microscopie, loupe binoculaire, etc., vous aurez l'occasion de les observer l'année prochaine avec Madame Jean-Marie. Hein, je lui ai donné un petit peu tout ce que vous n'aviez pas eu l'occasion d'observer cette année. Donc, en plus, bah, il n'y a qu'une classe de sup, une classe de spé, donc elle sait très bien ce qui vous manque, et quitte à peut-être vous les mettre en démonstration, etc. Et puis, il ne faudra pas hésiter à lui demander poliment et gentiment, évidemment, si ça vous... Vous verrez bien, mais en fait, là, les TP, ils sont longs, mais si vous avez juste les vous avez déjà le TP, vous avez déjà les connaissances et vous avez juste les observations à faire, ça ira assez vite, hein. Donc vous aurez l'occasion de faire ces observations. Sordaria, je ne suis pas sûre que vous referez, par exemple, mais toutes les observations en microscopie avec du matériel dont on dispose déjà, ça devrait être faisable. Voilà. Oui, je sais, Alix. Vous ne pourrez pas faire les TP dans les conditions normales, c'est sûr. Et vous êtes tous à la même enseigne. Et je sais que le TP, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Moi, je regrette beaucoup là, de ne pas vous avoir en TP et de ne pas pouvoir faire toutes ces observations avec vous. Alors, donc si je prends un vertébré, vous vous souvenez qu'il y a un corps en 3 parties. Ça, c'est des choses qu'on avait vues, qu'on a des axes de symétrie, des plans d'organisation, etc. Nous, la question qu'on se pose, c'est comment je vais passer d'une cellule à un organisme pluricellulaire avec des organes très différenciés, etc., etc. Comment ça se passe? En fait, ça se passe un petit peu pareil chez beaucoup, beaucoup d'organismes. Ici, vous avez l'oursin. Alors, l'oursin, il présente un développement en deux phases. On va d'abord avoir une larve et ensuite une métamorphose de la larve en adulte. Et en fait, quand on regarde la cellule œuf d'un oursin, ça ressemble à une cellule œuf de xénope, qui ressemble à une cellule œuf de mammifère. Et les premières étapes du développement se ressemblent aussi énormément. Alors, je vous laisse, c'est un exercice très simple que je vous propose, c'est de me mettre tout ça dans l'ordre. Alors, vous pouvez m'écrire les chiffres entre les deux. Donc ça, on est chez l'oursin. Alors, donc on est tous d'accord que la numéro 6, c'est en premier. La deuxième, là, on n'est pas d'accord. Ça, c'est la numéro 6, une seule cellule, une gangue protectrice. Voilà la deuxième. Alors, je vais effacer, si vous me permettez, pour qu'on puisse voir. On est passé d'une cellule à
à deux, je vais vous empêcher d'écrire si vous continuez, à 2 cellules. 1, 2. Donc, première division de mitose. Ensuite, on passe de 2 cellules à 4 cellules, d'accord? Puis 8, puis 16, 32. Donc, vous avez 6, 2, 5. Ensuite, on a cette image-là. Ensuite, on passe à plein de cellules. Et là, en fait, vous voyez que c'est plein de cellules et on a aménagé une sorte de trou au milieu, d'accord? Qu'on va appeler le blastocèle. Ah mince! Donc, ici, en fait, ça, c'est un trou. C'est une cavité. D'accord? Et vous avez plein de cellules tout autour. Donc ça, c'est le dernier stade. D'accord? Donc ça, c'est chez l'oursin et on va voir qu'en fait, il se passe exactement la même chose chez les vertébrés. Donc ici, c'est chez l'homme. Ça ressemble. 2 cellules, 4 cellules. Alors, il y a des choses autour de la gangue, etc. Parce qu'en même temps, hein, on va avoir donc les anciennes cellules folliculaires et puis ça va migrer dans tous les sens. Et puis assez vite, hein, vous allez avoir mise en place d'annexes embryonnaires, etc. Donc c'est un peu plus complexe. Donc 1, 2, 3, et puis là, vous avez la cavité qui commence à se mettre en place de la même manière. D'accord? Alors nous, on s'intéresse au xénope. Donc voilà le xénope, le mâle et la femelle. Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Au moment de la fécondation, il va en fait serrer la femelle très fort, ce qui va déclencher l'ovulation. Donc la femelle va éjecter ses ovules et à ce moment-là, au moment où les ovules sont éjectés dans le milieu, le mâle va éjecter son sperme et donc il va y avoir fécondation à ce moment-là. D'accord? Alors, juste pour avoir une idée assez claire, donc ça, c'est un document que vous avez en première page de votre TP, que vous avez aussi en première page de votre cours, d'accord? En fait, cette partie-là sur le développement embryonnaire, vous allez avoir 2 chapitres, hein. Donc développement embryonnaire et acquisition du plan d'organisation, d'accord? Donc c'est ce qu'on voit aussi en TP aujourd'hui. Nous, en TP, on va voir un petit peu tous les aspects observation, hein, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, en cours, on verra les mécanismes cellulaires associés, mais pas les mécanismes moléculaires qui seront étudiés dans le second chapitre. C'est le contrôle du développement embryonnaire, c'est-à-dire quels sont les mécanismes moléculaires, quelles sont les molécules impliquées. Donc, on s'intéressera donc uniquement au développement embryonnaire, c'est-à-dire qu'on va de la fécondation jusqu'à ici le bourgeon caudal, le stade bourgeon caudal. On verra qu'il y a plusieurs étapes importantes. Donc la fécondation, ensuite la segmentation, puis la gastrulation et l'organogenèse. D'accord? Il restera une étape qui est la métamorphose pour aboutir à l'adulte. La métamorphose n'est plus au programme, c'était au programme de votre d'avant. De toute façon, vous êtes bientôt le programme d'après, hein, parce que dans 2 ans, c'est un autre programme. Alors, juste pour qu'on soit bien d'accord, là aussi, c'est un document que je vous ai remis dans votre cours, mais que je vous mets aussi ici en TP. Donc, une coupe sagittale, on coupe donc au niveau du milieu du front. Donc, je vous montre là. Je vous montre là sur la vidéo. Donc, on coupe comme ça. Ça, c'est une coupe sagittale. D'accord? Une coupe frontale, on coupe comme ça. D'accord? Et donc, on coupe en deux, de cette façon. Et puis, une coupe transversale, on fait des tranches. D'accord? Comme ça. Hop. Donc, vous pouvez découper Madame Breuil si vous voulez. Vous imaginez ce que ça donne. Pour bien comprendre, coupe sagittale, coupe frontale, coupe transversale. OK? Alors, voilà à quoi ressemble l'ovocyte de Xénope. Et c'est une des choses qui fait que c'est celui-ci qu'on choisit d'étudier. Qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup? C'est que cet ovocyte, déjà, c'est une grosse cellule. D'accord? Et elle est tout de suite polarisée. Donc vous l'avez figure 2, hein, on vous montre pourquoi elle est polarisée en vous montrant l'intérieur du cytosol. D'accord? Donc c'est une cellule qui fait
à peu près un demi centimètre de diamètre, donc c'est très gros. C'est une cellule qui a une pigmentation. Vous avez une calotte ici gris, noire, d'accord? Donc c'est de la mélanine. Et donc cette calotte noire va définir, donc pigmentée, va définir le pôle animal, d'accord? Et en bas, ce sera le pôle, alors plutôt que végétal, on dit plutôt végétatif. D'accord? Donc pôle végétatif, pôle animal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi avoir donc dans la partie animale le noyau, d'accord? Et vous avez des gradients de molécules. Donc plus on va aller vers la partie végétative, plus on va avoir un gradient de vitellus. Donc en fait, cette cellule, elle est bourrée de réserves qu'on appelle le vitellus, qui forment en fait des plaquettes de vitellus. Et plus on va aller donc vers le pôle végétatif, plus on va avoir des grosses concentrations de ces plaquettes de vitellus et des grosses plaquettes de vitellus. Grosso modo, la partie plus jaune est plus dense que la partie noire. Et par contre, on a dans cette cellule aussi des tas d'ARN messagers, des tas de protéines. Et en fait, la concentration en ARN messager est plus importante dans le pôle animal que dans le pôle végétal. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est pour le noyau, vous avez le noyau ici. Là, c'est les ARN, d'accord? Alors, par contre, je vous ai dit de façon générale, les ARN sont beaucoup plus concentrés donc, dans la partie animale que dans la partie végétale, ici animale que végétale. Mais ici, je prends un ARN particulier, qui est l'ARN VG1, dont on reparlera beaucoup, d'accord? Et cette fois-ci, donc on fait de l'hybridation in situ, fluorescente, et on voit que cet ARN VG1, donc là où ça va être le plus brillant, c'est dans quelle partie de ma cellule? Je vous écoute. Un partie végétale. Donc cet ARN-là, VG1, il est plus concentré ici que là. Donc vous voyez que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon ovocyte, parce que c'est encore un ovocyte avant qu'il soit fécondé, hein, mon ovocyte, c'est pas n'importe quelle cellule, d'accord? Et il y a dedans déjà vraiment tout un tas de choses. En fait, tout est prêt pour le développement futur d'un embryon. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler des clonages de mammifères, hein, clonage de Dolly, mais on sait cloner. On serait a priori techniquement capable de cloner aussi des humains, certainement. Et comment on fait? Eh bien, on ne part pas de n'importe quelle cellule. On prend un ovocyte, on enlève le noyau de l'ovocyte et on remplace ce noyau par le noyau d'une cellule diploïde. Et on laisse se développer l'embryon. Donc en gros, le cytoplasme de l'ovocyte, il est indispensable au développement embryonnaire. Ça, c'est un point très important. Donc là, vous avez d'autres ARN, bon, on y reviendra. Ça, c'est des documents que vous compléterez. Alors, premiers événements qui vont avoir lieu, et puis ensuite, je reviendrai. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos ovocytes, quand ils sont émis par la femelle, ils sont en fait dans la gangue. Alors c'est écrit ganage sur votre poly, c'est gangue. Ils sont dans une gangue gélatineuse, d'accord, qui est entourée, et ils sont, ces ovocytes, entourés de la zone pellucide. Et du coup, cette zone pellucide fait que les ovocytes sont du coup solidaires de la gangue gélatineuse. Ce qui fait que même s'il y a une petite différence de densité entre la partie végétale et la partie animale, en fait, vu qu'il y a la gangue qui est aussi relativement dense et importante, eh bien, ils vont pas être, même s'ils sont dans l'eau, d'accord, ils sont tous reliés un peu les uns aux autres par une gélatine, et donc ils vont pas s'orienter vers le pôle végétatif ou le pôle animal en haut. Par contre, une fois qu'il y a eu fécondation, la zone pellucide va se transformer
membrane de fécondation, va se désolidariser et donc l'ovocyte va se désolidariser de sa gangue gélatineuse, d'accord? Et à ce moment-là, on va avoir une rotation d'équilibration, c'est-à-dire que la partie végétative va arriver en bas et la partie animale au-dessus. Donc en gros, c'est très facile de savoir si les ovocytes ont été fécondés, d'accord? Et une fois qu'ils sont fécondés, ils vont être transformés en ovules, hein, parce qu'il y aura la fin de la division cellulaire. C'est très facile à voir, parce qu'on va voir toutes les parties animales en haut, d'accord? Et on va voir un autre phénomène très important au moment de la fécondation. Donc ça, vous allez pouvoir annoter un petit peu votre... Alors, si je reprends, pour reprendre végétatif, hein, pas végétal, ouais. On dit plutôt végétatif, j'ai dit végétal au départ, mais je n'ai pas enlevé sur mon document, c'est végétatif plutôt. Alors ici, il faut imaginer que vos ovocytes, ils flottent dans l'eau. Hein, tout ça a lieu dans l'eau. Donc là, on a une vue de dessus de mes ovocytes. D'accord? Donc, la partie qui est en haut, c'est ce que je vois avec mes yeux. Donc ici, je vais avoir le pôle animal en haut, donc que je vois au-dessus, donc qui flotte dans l'eau avec finalement la partie animale qui est en haut, au-dessus, d'accord? Et la partie végétative plus dense, plus lourde, qui va être dessous. Ici, comme c'est tout solidaire de la gangue, en fait, ça ne s'équilibre pas en fonction de la densité, ça reste dans la position où c'était. Les frottements seraient trop importants. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond. Alors, point très très important. Ici, on a un ovocyte non fécondé. Ici, on a un ovocyte fécondé. La gangue, c'est de la gélatine qui est autour. Alors, je ne sais pas si je vois, si j'ai un truc où on voit la gangue. En fait, cette gangue de gélatine, c'est un truc qui protège les ovocytes quand ils sont sécrétés par la femelle. Hein. C'est tout ça dans un espèce de... Tous ces ovocytes sont dans une espèce de gélatine. Gélatine que les spermatozoïdes sont capables de... Je viens d'expliquer que page 2, on n'était pas sur du... Voilà, c'est une erreur et il faut remplacer ça par gang. Alors, quand vous êtes ici, donc vous avez déjà un pôle animal et un pôle végétal, donc vous avez quelque chose qui est déjà orienté avec une symétrie centrale. D'accord? Le spermatozoïde, il va être capable de rentrer uniquement au niveau de la zone pigmentée. D'accord? Donc il peut rentrer n'importe où sur la zone pigmentée, en général, pas trop loin de l'équateur. D'accord? Sur la zone pigmentée. Donc imaginons qu'ici, il est rentré de ce côté. Donc, ce côté, ce sera ce qu'on va appeler la piqûre spermatique. D'accord? Donc, vous pouvez faire une petite encoche ici et noter que c'est la piqûre spermatique. Qu'est-ce qu'on va observer? On observe de l'autre côté une zone, ici, qui est comme dépigmentée. En fait, c'est comme si la calotte noire, pigmentée, piqûre spermatique, c'est l'entrée du spermatozoïde, ce serait ici. Donc, je vais vous la dessiner. Voilà, ce serait par ici. Et le croissant gris, c'est ça. D'accord? En fait, c'est comme si ma calotte noire, ici, elle s'était, donc je vais faire le trait comme ça, comme si elle avait tourné. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre ovocyte, en fait, si je faisais une coupe, alors c'est très moche, j'essaye de faire un cercle, mais avec la souris, je suis vraiment manchot. Donc, c'est comme si vous aviez deux zones dans le cytosol. Si je faisais une coupe de mon ovocyte, une zone qui est corticale, donc le cortex extérieur, d'accord, et une zone plus centrale. Et en fait, le cortex extérieur, ça c'est lié à la façon dont s'organise le cytosquelette, le cortex extérieur peut tourner
par rapport à la zone centrale. Et c'est dans ce cortex extérieur que vous avez les pigments noirs. Donc, le spermatozoïde arrive, il pique ici, donc il fait rentrer le noyau, et à ce moment-là, la partie corticale, qui est ici, donc qui a été piquée là, d'accord, la partie corticale tourne. Je ne sais pas si vous avez tous ma vidéo, mais j'essaie de le montrer comme ça. D'accord. Et ça forme le croissant gris. Donc, on a deux rotations, une rotation d'équilibration, d'accord, et ensuite une deuxième rotation, à peu près 1 heure après, qui est une rotation corticale. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je vous propose, je vais partager mon écran pour que vous puissiez regarder une petite vidéo que je vais vous commenter du développement embryonnaire du xénope. Alors, j'ai essayé de la mettre en ralenti, mais elle reste assez rapide. Et en fait, l'idée, c'est de repérer les différentes étapes que vous avez donc sur la page 1 de votre folie, qui sont, je vous le rappelle, donc fécondation. Ensuite, vous allez avoir la division, donc les phénomènes de segmentation. Ensuite, vous aurez la gastrulation. On va y passer beaucoup de temps sur cette gastrulation. Ensuite, vous obtenez alors une gastrula. Segmentation, vous obtenez une blastula. D'accord. Et ensuite, vous allez avoir la neurulation. Donc, vous obtenez une neurula. Et puis, cette neurulation, elle peut durer assez longtemps et elle va être en parallèle avec l'organogénèse. Et ça va permettre d'obtenir le bourgeon caudal. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir éclosion. Donc, je mets l'écran. Voilà, normalement, vous l'avez. Donc, je vais pouvoir vous mettre le film. Donc là, j'ai mon ovocyte vu de dessus. D'accord. Et vous voyez, alors, ce n'est pas des super bonnes images, mais qu'est-ce qu'on observe là? C'est la segmentation. D'accord. Ça se segmente, ça se divise en plein de petites cellules. Alors, ensuite, ici, donc on a un petit peu tourné la caméra pour voir un petit peu ce qui va se passer sur un des côtés, c'est-à-dire à l'opposé de la piqûre spermatique, dans la future zone qui va devenir la zone dorsale de mon embryon. Non, ça ne se fait pas à cette vitesse-là. C'est marqué le temps qu'il faut sur les différentes étapes du développement du xénope. Il vous faut une journée. D'accord. Donc, la segmentation, c'est 5 heures. Donc, ce qu'on a vu là en quelques secondes, c'est 5 heures. Et ensuite, la gastrulation, c'est 6 heures. Alors, la gastrulation, ce n'est pas que de la division cellulaire. Il y a toujours des phénomènes de division cellulaire, mais il va y avoir en plus des tas de migrations cellulaires et surtout des mouvements qui vont permettre de faire rentrer des cellules à l'intérieur de mon embryon. D'accord. Et ça va être à l'origine de la mise en place, en fait, de 3 grands feuillets embryonnaires. Donc, un feuillet externe, qu'on va appeler l'ectoderme, qui sera à l'origine de la peau et du système nerveux. Un feuillet interne, l'endoderme, qui sera à l'origine de tout ce qui entoure, en fait, le tube digestif, par exemple. Et puis, un feuillet moyen, et qui sera, lui, à l'origine de tout ce qui est muscles, cœur, vaisseau, plein d'organes internes. Voilà. Alors, vous voyez que ça commence avec une encoche et des cellules aussi qui vont... Enfin, voilà, des mouvements cellulaires qui sont très importants. Un petit peu, je vous laisse. À un moment, on a plus que ce qu'on appelle ici vitellin. C'est-à-dire que toutes les cellules étaient très riches en vitellus. Elles sont rentrées à l'intérieur. Alors, je ne vais pas comprendre là tout de suite parce qu'on va reprendre ça en détail. D'accord. Donc voilà. Alors ici, on va arriver maintenant. La gastrulation est terminée. On a les feuillets, on a le tube digestif
qui est à peu près en place, d'accord? Et on va maintenant changer la forme de l'embryon avec la mise en place du tube neural. Donc, je vous laisse voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez que c'est constitué de plein de cellules. C'est toujours assez petit, hein. Ça n'a pas beaucoup grossi depuis le début. Et donc, vous voyez, hop, on met en place. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Vous voyez que là aussi, c'est de la migration cellulaire. On va mettre en place ici des sortes de crêtes de cellules et qui vont en fait venir comme ça. Donc, ça va vous faire des crêtes qui viennent comme ça. Et puis, au bout d'un moment, ça va venir complètement se refermer pour former le tube neural. D'accord? Et ça va former le système nerveux. Donc, c'est un tube neural qui va se renfler à l'avant et donner l'encéphale. Et puis, sinon, ça va être la moelle épinière. Vous voyez? Ce système-là, donc ça se replie. Et donc ici, donc vous avez ici les plaques neurales. Ici, ça va former, on est à l'avant. Ici, on est à l'arrière. Ici, ça formera l'encéphale et ensuite la moelle épinière. Vous voyez, ça se referme comme une coquille. Alors non, bah, je ne peux pas vous montrer ma souris. Je suis désolée, je crois que... Ah, peut-être que... Non, je ne vois pas commande de l'affichage. Bon. Peut-être, voilà, c'est là que vous allez la voir si je la mets sur l'écran. Donc ici, vous voyez que vous avez bien votre sillon neural. Donc si je reprends ici, hein, vous voyez que ça commence à se soulever là. D'accord? Ici, on aura l'encéphale et ici, la moelle épinière. Voilà. Je referme. Donc là, j'ai tout refermé et je vais commencer, en fait, à constituer vraiment les organes. Donc, je les vois apparaître sur mon... D'accord. Alors, je vais les mettre un peu plus par là. Voilà. Vous voyez, je vois apparaître. Donc là, j'ai tourné. Hein. Ici, vous voyez la tête. Ici, vous voyez la colonne vertébrale. D'accord? Et puis ici, vous voyez l'abdomen. Et on observe qu'au niveau de cette colonne vertébrale, on a en fait ce qu'on appelle une métamérie, c'est-à-dire que c'est divisé en petits morceaux. Oui, oui, je mettrai la vidéo. Alors, je pense que je la mettrai sur le Drive, ce sera plus facile. Je vais me mettre sur les deux. Mais je mettrai la vidéo, il n'y a pas de souci. On continue, et voilà. Et on va avoir... Alors là, ensuite, on vous montre la métamorphose. Ça, c'est pas au programme. Enfin, on vous montre les différentes étapes une fois que le tétard est sorti, il va former ses branchies, etc. etc. D'accord? Alors maintenant, on va reprendre tout ça point par point pour que vous puissiez bien suivre. Donc, on va reprendre du début, premières étapes. Donc, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Alors, si vous voulez que je vous remette bien là, donc piqûre spermatique, hein. Ensuite, vous avez la rotation corticale et la formation du croissant gris. Ce croissant gris, il est important, on en reparlera beaucoup. Et en fait, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter sur votre figure. Je suis désolée, je reviens sur ce croissant gris, parce que je ne vous avais pas montré toutes les diapos associées. C'est que non seulement on avait défini un pôle animal et un pôle végétatif, d'accord? Le pôle animal qui correspondra grosso modo à la région postérieure, grosso modo, le pôle végétatif qui correspond antérieur et le pôle végétatif à la région postérieure. Et puis, la piqûre spermatique, elle va définir le ventre par rapport au dos. Donc, quelque chose qui était à symétrie centrale au départ devient à symétrie bilatérale. Donc, le simple fait d'avoir fait une fécondation et on a un bilatérien. D'accord? Donc, vous voyez que déjà, votre plan d'organisation, il est déjà très, très prédéfini. Dès qu'on a fécondation, on a déjà quelque chose, un bilatérien avec le ventre, le dos, l'avant, l'arrière. Ça, c'est la même chose.
Alors, segmentation. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la fécondation s'accompagne d'une reprise du métabolisme, de l'éjection du second globule polaire, c'est-à-dire la fin de la méiose pour l'ovocyte, il était temps. Donc, l'ovocyte se décolle de la membrane vitéline qui devient une membrane de fécondation. Et donc, on a la rotation d'équilibration, puis une heure après, on a la rotation corticale. D'accord Et qui va être très importante parce qu'elle permet, dès le départ, et ça, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les ovocytes de Xénope, c'est que dès le départ, on a un ovocyte qui est orienté. S'il n'y avait pas ces pigments, ce qui est le cas pour la plupart des ovocytes, on ne verrait pas cette rotation corticale. Ici, on la visualise grâce aux pigments. Alors, on va d'abord observer ces clichés. D'où est-ce qu'on les voit? D'accord? Sur quel pôle on est? Et qu'est-ce qu'on observe? Alors non, on n'est pas au niveau du dos, on est en fait au niveau du pôle animal, donc vu de dessus, d'accord? Et on voit une première division ici, donc c'est la première division de mitose, et donc on est au stade 2 cellules. Ensuite, on va passer au stade 4 cellules. Donc le deuxième plan de division est perpendiculaire au premier. Et en fait, ici, vous êtes déjà au stade 8 cellules, d'accord? Simplement, le dernier plan de division, on ne le voit pas parce qu'il est, il est en dessous, quoi. D'accord? Donc, il y a 4 cellules en haut, 4 cellules en bas. Ensuite, on passe au stade 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, etc., etc., etc. Donc là, c'est 8 cellules, c'est là où on est aussi. Là, on est au stade 8 cellules. Donc, si vous devez noter, hein, vous notez que vous êtes vu du pôle animal, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. On est sur 1,8 mm. En fait, c'est un peu plus gros que ce que je vous disais. Non, un peu plus petit que ce que je vous disais. D'accord? Et vous notez bien que les plans de division sont perpendiculaires les uns aux autres. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui se passe toujours, toujours de la même façon. Alors, vous aviez aussi ces clichés. Ces clichés, ils sont intéressants parce que là, on n'est plus sur une vue de dessus. Donc, tout à l'heure, hein, l'observateur, si je fais l'œil de l'observateur, ici, vous aviez comme ça, l'observateur avec l'œil ici. D'accord? On regardait ici, vue de dessus. Donc, toutes les cellules avaient l'air d'une même taille. Ce n'est pas le cas. En fait, les cellules qui sont au niveau du pôle végétatif, elles sont bourrées de réserves de plaques vitellines et ça rend la division cellulaire un peu difficile, ce qui fait que vous allez avoir au niveau du pôle animal des micromères et au niveau du pôle végétal des macromères. Donc ici, vous pouvez noter, je peux vous l'écrire, hein, que ce sont donc des micromères. Micromères. Ça, c'est les petits. Et macromères, c'est des plus gros. Alors, oui, c'est déjà une diversité cellulaire dans le sens où on a des cellules de taille différente. Dès la deuxième division non, dès la troisième division cellulaire. D'accord? La première et la deuxième division cellulaire, en fait, elles sont elles mettent des cellules, les 4 premières cellules sont exactement identiques. Quand on est à 8 cellules, elles sont déjà différentes. D'accord? Malgré tout, jusqu'à la fin du stade morula, on en reparlera, je peux prendre n'importe quelle cellule de mon embryon, d'accord? Et je réobtiens un embryon, d'accord?
Donc, même si elles ne sont pas tout à fait pareilles, ça fonctionne quand même. Alors, ici, c'est un peu plus tard. Donc, on est 32 cellules ou 64 cellules. Et on voit bien, ici, qu'on a bien en haut les micromères et en bas les macromères. D'accord? Alors là, ici, je vous ai mis cette image parce que je trouve qu'on voit très très bien, on est en cellule animale, division cellulaire et la cytodiérèse par étranglement. On voit très bien ce sillon d'étranglement ici, d'accord? Là, donc vous pourrez la noter, hein. C'est vraiment le sillon d'étranglement associé à la cytodiérèse. Donc comment ça se présente? Ben là, vous me posiez la question tout à l'heure de la gangue. Voilà cette gangue. C'est une sorte de gélatine. D'accord? Donc ça entoure l'ensemble de votre embryon. Et là, on est à un stade embryonnaire, donc morula. On est à peu près à, je ne sais pas combien de cellules, 64 ou 128 cellules. Et donc, on voit tous les petits micromères noirs au-dessus, et puis bah, les macromères clairs, ils sont en dessous. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, hein, les mitoses sont quand même rapides. Et c'est lié au fait que, vous voyez, mon embryon n'augmente pas de taille. D'accord? Mon embryon, il reste à 1,8 mm. Il ne bouge pas de taille. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de phase G. Je fais du MS, 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 MS. Dès que j'ai dupliqué l'ADN, je coupe. D'accord? Et ça dure 12 cycles. Au 12e cycle, on a ce qui s'appelle la transition blastuléenne, qui est associée à une reprise de la transcription. Donc jusqu'ici, l'embryon vivait en fait sur les ARN et les protéines maternelles. D'accord? Donc, hein, l'ovocyte, il apporte certes la moitié de son génome, mais il apporte pas que ça. Il apporte énormément d'autres choses. Et donc, pendant 12 cycles, l'embryon ne vit que sur les ARN messagers et les protéines maternelles. Et à partir du 12e cycle, d'accord? Donc, quand on va commencer le 13e cycle de division, j'ajoute que toutes les divisions sont synchrones. D'accord? On va avoir à ce moment-là des phases G1 et G2, une reprise de la transcription. Et donc, on commence à utiliser le génome de l'embryon, d'accord, l'ensemble du génome de l'embryon. Et on peut avoir à ce moment-là une certaine désynchronisation des divisions cellulaires. Ça va me permettre d'aboutir au stade blastula. Donc, si vous voulez, si je reviens en arrière, ici, j'ai une morula qui est de la même taille que mon embryon de départ, d'accord, avec toutes les cellules qui se sont divisées de façon synchrone. Et en fait, mon embryon est plein. On dit morula parce que ça ressemble un petit peu à une, si vous voulez, à une mûre, d'accord. À partir de ce 12e cycle, on va avoir des changements et puis l'embryon va un petit peu changer de taille, va augmenter de taille et il va se former une cavité dans cet embryon, d'accord, qu'on appelle le blastocele. Alors, vous avez l'orthographe, page 3, d'accord, pour cette cavité. Et puis, vous allez pouvoir compléter. Donc, ce qu'on peut noter, c'est les micromères. Donc, tous les points sombres, ce sont les noyaux, d'accord. Alors, ici, c'est pas que toutes les cellules ont, que certaines cellules n'ont pas de noyau, hein. C'est simplement qu'on n'arrive pas, on passe pas dans le noyau. Donc, vous avez ici les micromères, vous avez ici les macromères, vous avez ici le blastocèle, d'accord? Vous avez ici la gangue. Ah, vous me parlez de quoi, celui qui me demande ce que c'est? Donc ça, tout ça là, c'est une coupe de mon embryon, de ma blastula. C'est une blastula, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai eu que des divisions cellulaires depuis le départ. Et en fait, les cellules se sont un petit peu écartées au niveau et ont formé une cavité. Donc l'ensemble a grossi, d'accord? Donc l'ensemble grossit, les cellules s'écartent, forment une cavité qui est pleine de liquide, d'accord, pleine d'eau, tout ça se développe dans l'eau, et ça s'appelle cette cavité
le blastocèle, comme c'est noté par certains d'entre vous. Donc ça, c'est la gangue, et ça, c'est la limite, le dernier, hein, c'est la limite de mon embryon. D'accord? Donc c'est l'ancienne, en fait, membrane de fécondation. C'est la membrane de fécondation. Ce que je montre ici. OK? Est-ce que ça répond à vos questions? Donc ça, vous pouvez le compléter, et vous avez des petits grossissements. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça, je vais vous le dessiner en rouge, cette zone-là, toute cette partie-là, d'accord, correspond à ce qu'on appelle le toit du blastocèle. Donc, vous avez ici les micromères, vous avez ici donc le pôle animal ici. Donc, je vous fais les croix, hein, pour les deux pôles. Donc ici, c'est le pôle animal. Ici, c'est le pôle végétatif. D'accord? Vous avez le blastocèle, le toit du blastocèle. Je ne peux pas vous dire là où est, il faudrait que je regarde si on a encore, on repère encore le croissant gris, où est le dos, où est le ventre. D'accord? Je ne sais pas où c'est, mais j'ai déjà quelque chose d'assez net. Et je vais définir 3 zones. Donc, la calotte animale. Donc, je vous les délimite comme ça. Donc, d'ici à ici. Le violet, on ne voit pas grand-chose, hein. Je vais vous mettre du jaune. D'ici, voilà, à ici. Donc, toute cette partie qui est au-dessus du blastocèle, c'est la calotte animale. Ensuite, vous allez avoir ici, donc cette partie jaune, ici, qu'on va appeler la zone marginale. Et enfin, la partie que je vais faire ici en vert, d'accord, qu'on va noter, qu'on va appeler donc l'hémisphère végétatif, avec les les macromères. D'accord? Donc on a campé le décor, on est au stade blastula. On n'a pas encore eu de mouvement cellulaire, on n'a eu qu'un seul mécanisme, ce sont les mécanismes de division cellulaire. Donc là, c'est pour la matrice, mais on y reviendra plutôt dans le cours. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 zones, et je vais finir avec ça, je vois que l'heure tourne, vont définir par la suite, d'accord? C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va être... enfin, ces 3 régions vont avoir des destinées très différentes. Donc, selon que la cellule est dans la région de la calotte animale, de la zone marginale ou de la partie végétative, d'accord, de l'hémisphère végétatif, eh bien, les cellules vont avoir du coup finalement des destinées, on parle de destin cellulaire, des destins très différents. La calotte animale va donner l'ectoderme, et cet ectoderme, il va être à l'origine de l'épiderme et du système nerveux. Les parties marginales vont donner un tout petit peu d'ectoderme, mais surtout le mésoderme, d'accord, qui est à l'origine des muscles, du cœur, des vaisseaux. Et puis, la partie végétative va donner l'endoderme, qui va, lui, donner tout ce qui est tube digestif et les glandes annexes. D'accord? Et donc ça va former ce qu'on va appeler 3 feuillets. Et ces 3 feuillets, hein, c'est ce qui va donner un organisme, les triploblastiques. D'accord? Et ça va être quelque chose de très, très important. Vous avez quelques organismes pluricellulaires animaux qui ne sont constitués que de 2 feuillets, un ectoderme et un endoderme. OK? Eh bien, demain, enfin non, vendredi, on observera les mouvements de la gastrulation. OK? Eh ben, l'heure est passée très très vite. Je vous libère. Il me manque beaucoup de monde. Enfin, il me manque beaucoup d'exercices 5. D'accord? Donc, n'oubliez pas de me les rendre. Et il me manque
manque aussi et puis vous allez avoir les exercices 6 à faire. Donc c'est les derniers exercices de géologie que je vous donne parce que ce sera pour la semaine du 8 juin. Normalement, le lundi 15 juin, je corrigerai vos DS et l'exercice 6. Et puis le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous passerez à l'oral. Et puis ensuite, vous avez les TIPE. Vous avez jusqu'au 15 dernier délai pour me rendre vos écrits de TIPE. Vous les rendrez sur l'ENT, d'accord? Donc, je vous mettrai un document sur l'ENT en partage. Et puis voilà. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end. Au revoir.